Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue à la 4e édition de European Lab Bruxelles. Le forum a démarré hier. Il se passe en même temps que le festival Nuit Sonore, qui lui a démarré mercredi et se poursuit jusqu'à dimanche. Merci à Beaux-Arts de nous accueillir pour ce débat et puis d'être aussi coproducteur de Nuit Sonore et European Lab. Nous vous accueillons ce soir pour un temps de discussion autour de l'égalité femmes-hommes et aussi de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment dans l'industrie musicale, puisque c'est le secteur qui nous réunit tous, notamment autour du festival Nuit Sonore. Il se trouve que Artifarty, qui organise European Lab, est partie prenante d'un projet qui s'appelle Rider, aux côtés d'autres structures, dont Bipole et Act Right, et un certain nombre d'autres, et qui portent justement sur ces enjeux d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde de la musique. Je voulais juste préciser que ce panel de discussion a été précédé d'un temps de travail, une sorte de workshop qui a duré 2 bonnes heures, lors desquelles en fait, une vingtaine, une quinzaine d'acteurs du monde de la musique ont pu échanger précisément autour du projet Rider qui va vous être présenté. Voilà. Et je laisse tout de suite la parole à Souria qui va modérer cette rencontre et en la remerciant d'ailleurs d'avoir accepté ce rôle et qui a participé également au workshop, donc il pourra faire aussi le lien avec ce qui a été dit précédemment. Bonne discussion à tous et toutes. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour cette conversation. Je vais commencer en étant impoli et me présenter en première, et puis je vous laisserai vous présenter vous-même. Donc, je m'appelle Souria, je suis rédactrice chez Vice Belgium et Vice Media, un média qui aborde des sujets pour et par les jeunes, et notamment les questions d'identité sont très présentes dans la ligne éditoriale. Et à côté de ça, j'ai fondé une plateforme qui s'appelle Psst Mademoiselle, qui a pour but de mettre en avant les femmes dans la musique et l'art de manière générale, en organisant des événements, des discussions, des workshops. Voilà, je vais laisser la parole à Rokia Bamba. Merci. Voilà, je suis Rokia Bamba, je suis archiviste, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis aussi animatrice radio, je suis aussi beatmakeuse, je suis aussi DJ, je suis aussi maman, je suis aussi... voilà, je fais énormément de choses. Et donc, essentiellement dans la musique. Et voilà, je suis très, très heureuse d'arborer ma multiple casquette de musicienne pour débattre aujourd'hui. Merci. Vas-y, Sarah. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Boitous, je suis la coordinatrice de Civias. Civias, c'est une plateforme qui agit pour une meilleure représentation des femmes dans le secteur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis aussi la coordinatrice de MEWEM Europa, qui est un programme européen de mentorat pour les femmes entrepreneuses du secteur de la musique. Donc c'est un programme qui nous vient de France et qui cette année s'est développé au niveau européen avec Wallonie-Bruxelles Musique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandra Jouclard, je suis avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les droits d'auteur et dans le secteur culturel dans sa globalité. En fait, je suis très sensibilisée au sujet de l'entrepreneuriat et des femmes. Notamment, je suis intervenue et j'interviens aux côtés de MEWEM France pour aider en fait l'entrepreneuriat culturel féminin à intégrer en fait le secteur de la musique. J'interviens aussi auprès d'un programme qui s'appelle Source, qui est développé par Creatis pour l'entrepreneuriat féminin. En tant qu'avocate, en fait, je suis très sensible au sujet de la femme, indépendamment du fait que j'interviens en droit d'auteur, parce que, notamment en France, le barreau, et le barreau de Paris plus particulièrement, est un barreau essentiellement masculin. Donc, j'ai moi-même dû jouer des coudes pour avoir une petite place qui est la mienne aujourd'hui. Et en étant avocate dans le secteur culturel de manière assez transversale, j'ai eu l'occasion d'être témoin
en fait de gros bouleversements, et notamment dans le secteur du cinéma, qui a vécu un bouleversement assez colossal en 2018 avec un collectif qui s'appelle 50-50, qui a permis en fait une plus grande parité dans le secteur du cinéma et de la production, notamment avec l'intervention du CNC, qui est notre gardien en fait du financement du cinéma français. Et aujourd'hui, le CNM prend le relais. Le CNM, c'est notre institution équivalente du CNC en France pour la musique. Et donc, j'interviens auprès de Bipole, d'Artifarty et d'ActRight pour donner en fait un éclairage juridique au questionnement de discrimination, d'égalité et de parité. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Cyril, je co-dirige l'entreprise Bipole, qui est une maison d'artistes qui produit, donc qui est indépendante, française, et qui travaille sur la production de tournées et sur le booking d'un catalogue d'une centaine d'artistes. Donc on travaille sur l'international, sur notre territoire, et très globalement sur la stratégie de nos artistes, aussi bien sur le publishing que le management, la communication et d'autres, tout axe possible et nécessaire pour leur développement. Donc on a la chance aussi d'avoir fondé le Festival Le Bon Air à Marseille, qui est à proximité de nos bureaux, à la Friche Label de Mai, dont Marseille à mi-chemin entre Bruxelles et Tunis. Donc c'était tout de même 6 heures de train ce matin, donc très content d'être là, et 6 heures de train parce qu'on préfère privilégier les transports en train plutôt qu'en avion. On est très engagé sur beaucoup de responsabilités, et notamment effectivement les égalités, et on lutte aussi on œuvre tant que possible pour la diversité, pour l'émergence et pour les cultures un petit peu alternatives. Donc voilà, on est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, de sortir de ce workshop et de pouvoir poursuivre ce moment d'échange avec vous. Et merci évidemment Artifarty, Beaux-Arts et Tour Open Lab pour l'accueil. Merci à vous de participer au panel. Alors bon, on le sait, je pense que les inégalités et les discriminations sont réelles dans le milieu de la musique, entre autres. On n'a plus besoin de le prouver, mais en tant qu'artiste ou en tant que public, en fait, c'est une réalité. Et je me demandais si vous, personnellement, pour introduire le sujet, vous aviez des anecdotes ou des choses que vous avez vues, dont vous avez été témoin ou que vous avez vécues en faisant partie de l'industrie musicale, des anecdotes, des choses que vous avez vécues personnellement. Des anecdotes, ce serait vraiment long à raconter, parce qu'il y en a tout le temps. Par contre, je peux généraliser par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et c'est vraiment celui qui ressort le plus, c'est vraiment l'infantilisation. On me considère, en tout cas moi, en tant que femme, comme une enfant. Et donc on s'adresse à moi vraiment comme si je n'étais pas dotée de compétences dans la fonction qui m'occupe. Et donc, tout ce qui est question de câblage, on va m'expliquer vraiment posément, en articulant, parce que je suis peut-être sourde aussi, ce que je ne savais pas. Et donc, on va m'articuler, et on va même placer à ma place. Donc voilà, c'est... Voilà, c'est des petites micro-agressions qui sont... il y en a d'autres, mais qui sont récurrentes. Et toujours cette prédominance à chercher la légitimation. Mais j'ai pas envie, justement, d'être légitime. Je fais ce que je fais parce que j'estime que j'ai les compétences et que je suis experte, et donc j'ai foi en moi, et tant pis pour l'autre, donc tout se montrera sur scène, et c'est là que je suis badass, donc voilà. Il n'y a rien à dire, donc il restera quoi du début jusqu'à la fin, il va dire ah ouais, t'es bonne, hein. Voilà, ça continue, encore et encore. Merci Rokia. En effet, le mansplaining était notamment mentionné dans la charte qu'on a lue tout à l'heure durant le workshop et sur laquelle on reviendra plus tard. Du coup, il y a quand même des choses positives qui sont nées ces dernières années, vu qu'il y a un éveil par rapport à toutes ces questions, des initiatives. Sarah, tu pourrais peut-être parler des projets sur lesquels tu travailles ?
Oui, je peux vous parler de Civias notamment. C'est une plateforme, un projet qui a été fondé en 2019 par 7 organisations du secteur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, on a 3 missions principales. La première, c'est vraiment d'affirmer l'existence d'inégalités et de discrimination. Donc, on a une charte, et puis tous les professionnels de la musique et toutes les professionnelles de la musique peuvent adhérer et donc s'engager à nos côtés pour agir pour une plus grande diversité dans le secteur. La deuxième mission, c'est celle d'informer. Donc on produit des rapports qui sont annuels et qui donnent plus ou moins une idée de l'étendue de ces discriminations et de ces inégalités dans le secteur. Et puis la troisième chose, c'est qu'on essaye d'accompagner le mieux possible et le plus précisément possible aussi tous les actrices du secteur en leur proposant différents outils et des ressources, donc comme des guides ou des ateliers. Par exemple, on propose 2 ateliers cet automne, un en octobre avec le plan Sacha, qui va permettre aux actrices des structures festives de mettre en place elles-mêmes leur charte pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de leurs événements. Et puis le deuxième atelier, c'est avec Women Now ASBL, et c'est autour du sexisme et des violences sexuelles dans le secteur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, on essaye de, à travers ces 3 missions, d'accompagner et d'affirmer fort que ces inégalités existent et qu'il faut à un moment les voir disparaître. Merci. Donc voilà, ça, ce sont des exemples en plus beaucoup plus officiels, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par des petits collectifs de manière indépendante, des petites chartes qui circulaient à gauche à droite, et ce qui manque, c'est un peu voilà, un texte ou des mesures qui régulent l'entièreté de la scène. Et c'est un peu ce que vous tentez de mettre en place avec le rider. Le rider, donc, qui est le document de la fiche qu'un artiste ou une artiste va communiquer à l'endroit où il ou elle va se produire, et qui comprend donc toute une série de points, que ce soit les boissons, les aspects plus techniques, etc. Donc c'est un document qui est hyper présent pour chaque acte, pour live, DJ set, peu importe, et qui donc pourrait servir d'outil en fait à mettre en place certains éléments qui sont liés aux questions d'identité, de discrimination et autres. Peut-être que vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette initiative. Avec plaisir, oui. Comme tu le disais, c'est le document Rider, qui est aussi bien un document d'hospitality que technique, est un document qui est très circulaire, donc il va passer un petit peu dans toutes les mains de chaque actrice, acteur culturel, que ce soit du catering, du service de sécurité, encore du service juridique, ou encore des techniciens, techniciennes, l'ensemble, tout le corps de métier voilà, tout l'industrie musicale voit ce rider circuler. Donc c'est quelque chose, nous autres, chez Bipol et chez tous les tourneurs, chez tous les producteurs, on a tendance à souvent revenir dessus. Donc il y a des séances de travail collectives où on se disait, tiens, voilà, on va reprendre en fonction des nouvelles tournées, en fonction des récits qu'on a eu le week-end dernier, on va essayer de les améliorer. Et petit à petit, au fil des réunions aussi où on se raconte, on débriefe, on revient sur les dates passées le week-end précédent. On a eu plein de cas de figure, plein de scénarios, plein de petits récits qui nous ont un petit peu alarmés. Souvent, nous, notre activité est la tournée, mais c'est aussi visible en studio. Des récits qui reviennent souvent. Il y a Rokia, évidemment, l'infantilisation, ça c'est un vrai problème. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a les voyages, les transports. Donc, nous, on a une tour manager qui j'ai souvenir d'une tournée de Deltron Sorti, qui était un artiste. On avait monté cette tournée, j'avais pris le temps de tourner et de partir avec eux en tournée. C'était un travel party très masculin. Et au cours de cette tournée, on avait la chance d'avoir Jessica, qui était la tour manager, qui était une amie adorable et une excellente tour manager, et qui s'est retrouvée donc à tourner dans ce travel party très masculin. Et je me souviens, première date, on arrive Glastonbury et on sort, et Jessica qui prend son rôle, très, très autonome, qui va à l'encontre du directeur de production de Glastonbury pour se présenter, pour dire bonjour, pour accueillir son artiste. Et de suite, je crois que c'était Robert, lui dit, mais ok, enchanté Jessica, mais où est, where is the tour manager? Un vrai problème. Donc là, Jessica gère très bien, la date se passe très bien, elle lui explique, et tout roule.
Et tout roule justement dans un tourbus le lendemain, où on traverse toute la France, donc pour aller à Gare au Roc, plus de je crois, un bon 18 heures non-stop de route. Et sortie du tourbus, bon, elle va foncer prendre une douche, hein, elle cherche les douches du festival, puisque dans un tourbus, il n'y a pas de vraies toilettes, enfin, il n'y a pas de vraie salle de bain. C'est vraiment un tourbus a été privilégié, et c'est un petit peu des années disco, des années rock'n'roll. On se retrouve avec un aménagement qui est dédié à la fête, au transport. Alors, la place de la femme, clairement, dans un tourbus, c'est l'espace VIP, et c'est des doubles couchettes. Concrètement, donc une femme qui veut prendre une douche, elle est obligée de rentrer, alors c'est un placard, hein, c'est pas une douche, elle est obligée d'en sortir face à l'espace VIP avec une serviette. Donc c'était quand même très malaisant et pas très bienveillant à son égard. Donc voilà, au fil de cette tournée, on a eu énormément de soucis et on a surtout eu une prise de conscience. Et c'est un petit peu ça qui a nourri la volonté de faire évoluer et donc d'associer un petit peu ces problématiques et cet outil de communication qui est un vrai outil donc circulaire qui est le rider, et de se dire on va se servir de cet outil qui est aussi signé, qui est juridique et qui a une valeur et de profiter donc de travailler sur une charte et sur un logo qui permettra de rappeler cette charte et aussi de développer une plateforme sur laquelle on pourra essayer de trouver des protocoles, de trouver des échanges aussi entre acteurs et actrices culturelles. Et voilà, aujourd'hui on est venu confronter d'ailleurs et venir parler, échanger sur le territoire belge. On voit qu'il y a la diversité culturelle et on voit qu'on a besoin de confronter ce rider encore sur plein de territoires pour le faire évoluer et le nourrir. Merci. Du coup, tu parlais justement de l'aspect juridique. Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer la valeur juridique d'un rider, en fait ? En fait, un rider, aujourd'hui, en droit français, n'a pas de réalité juridique pure, puisqu'il n'est pas intégré au contrat de travail. Et tout le but, en fait, de ce rider.e, qui est en lui-même déjà féminisé et où, on va dire, ouvert à autre chose qu'une masculinité, c'est en fait d'intégrer déjà cette, on va dire, au-delà de la charte, c'est toute une batterie en fait de conditions d'accueil d'un artiste à son contrat de travail. Alors ça pose beaucoup de questions juridiques puisque en fait le système de l'engagement d'un artiste en France mais partout dans le monde, c'est qu'on a plusieurs intervenants et intervenantes entre le booker, le tourneur, la salle. Donc on va déjà dans un premier temps intégrer ces conditions d'engagement, ces conditions d'accommodation, ces conditions de voyage à son contrat de travail. Donc ça va être face au booker, face à la salle en elle-même. Et ensuite, on va ouvrir en fait ce rider à toutes les strates d'intervention et toutes les strates en fait de personnes qui vont être en contact avec l'artiste. Et donc c'est pour ça qu'on va aller vers autre chose que le rider, c'est-à-dire la charte en elle-même, qui va aller vers une explication, une exposition de valeurs qui vont être des valeurs communes à tous les intervenants autour de l'artiste. Ça va être le staff, ça va être le catering, ça va être le service de sécurité, ça va être le producteur du spectacle, la personne qui s'occupe des lumières, la personne qui est aux toilettes. Ça veut dire qu'il va y avoir en fait une conscience élargie avec donc un impact juridique à la fois dans le contrat du travail, mais aussi dans les rapports avec les partenaires. Et il faut savoir que en fait, le droit intègre depuis des années, mais on en reparlera tout à l'heure peut-être, la question de la discrimination et plus exactement la question et l'obligation d'une parité, l'obligation d'une absence totale de discrimination, quel que soit le genre féminin, masculin, religieux, couleur, etc. La problématique, c'est la problématique de l'application en pratique. Et c'est pour ça que Rider et la charte sont extrêmement importants, c'est-à-dire que si la pratique remonte à une notion d'usage, ça va avoir un impact dans toutes les strates de la production musicale, mais aussi à terme de manière institutionnelle, c'est-à-dire qu'on va aller vers la création d'usages qui vont remonter vers les institutions et pourquoi pas aussi générer en fait des implications en termes d'aide, en termes de reconnaissance. Le but de Rider, c'est de devenir un label, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de petit village de Schtroumpf qui soit uniquement lié par cette reconnaissance d'un label identifié, identifiable et valorisé, qui ait donc un impact contractuel en droit du travail, contractuel en droit commercial, en partenariat civil et aussi institutionnel,
et bien entendu et parallèlement au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a mis en place depuis 2020, en fait, sur un programme sur 5 ans, en fait, une analyse et un rapport d'activité sur les activités anti-discrimination et de parité, et donc d'arriver véritablement à l'unification d'un usage qui va peut-être faire bouger la loi en la rendant plus précise et sans doute aussi plus coercitive. Merci. Rokia, toi qui donc fais l'usage de ce document, qu'est-ce que tu penses de l'idée de mentionner ces questions d'identité dessus? Est-ce que toi, tu as déjà eu des demandes particulières à ce niveau-là sur ton rider, personnellement? Non, c'est outre les demandes classiques, techniques, même, je pense que même pas au niveau du catering, tu vois, on y fait... voilà, c'est pas... en soi, c'est un objet qui permet de faire, mais ce que vous dites là maintenant permet l'élargissement. Et donc, ça permet en plus de poser des balises de sécurité qui nous permet d'être et de faire. Donc pour moi, ça a vraiment une importance vraiment primordiale, et ça nous permet d'agir dans un milieu safe et que les choses n'aient plus à se dire. Elles ont été dites dans le rider, et donc à partir du moment où elles ont été dites, on part du postulat qu'elles sont sues. Et à partir de là, voilà, on s'attelle à être ce qu'on aime et faire, et en espérant, voilà, que les choses qui sont, comme je vous le rappelle, des micro-agressions et voire même de grosses agressions, soit, moi, c'est vraiment l'intersectionnalité que je subis au quotidien. Et donc en tant que femme, et en tant que femme noire. En plus de ça, donc j'ai des doubles discriminations qui sont liées à ma condition de femme. Donc je peux subir des agressions sexistes, mais aussi des agressions sexistes et racistes. Donc du coup, je vous dis pas l'impact que ça peut avoir quand on commence à jouer avant de débuter, et donc on envoie la purée, quoi. Donc pour se calmer. Mais ces micro-agressions ou ces agressions reviennent systématiquement parce qu'elles ne sont pas débattues, il n'y a pas de feedback, ou très peu. Et donc, d'où l'importance d'avoir un retour de ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé dans le lieu, est-ce que ça s'est mal passé, en quoi ça s'est mal passé, et surtout de pouvoir trouver des solutions. C'est surtout ne pas avoir une cartographie, je dirais une photographie, un instantané, un pola de l'événement subi, mais c'est aussi y réfléchir pour que ça ne se répète pas. Et ça, c'est une zone de protection. Après, il y a aussi quelque chose qui est mis en exergue avec Rider ou d'autres initiatives, c'est la libération de la parole. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a frappée en tant qu'avocate dans le secteur de la musique plus particulièrement, c'est le silence autour de ça, et notamment autour de l'accueil des artistes, autour de l'accueil des femmes, autour de tous ces événements en fait qui ont été tus pendant très longtemps, et notamment avec Act Right ou avec Technopole ou avec Artifarty ou d'autres. En fait, ce qui moi m'a choqué véritablement, c'est que le secteur culturel est un secteur extrêmement violent, mais aussi tue dans ces violences-là, et le fait notamment de mettre en place dans ce rider des conditions qui sont des conditions juste d'une évidence énorme, mais qui sont dites, et aussi dans la charte de le faire, c'est d'anticiper en fait une prise de parole, et de mettre sur le papier quelque chose qui est une évidence et qui est souvent tue, et donc de libérer cette parole de la femme ou du genre ou des discriminations, avec possiblement une forme de sanction derrière, qui va être difficile à mettre en place, parce que c'est aussi un poids juridique et judiciaire qui est quand même lourd à porter, mais en le transférant sur d'autres que l'artiste. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire,
qu'à partir du moment où les choses sont dites, si elles n'ont pas été dites, c'est aussi se poser des questions sur pourquoi elles n'ont pas été dites, et partir de là, de ce constat-là. Et si elles n'ont pas été dites, c'est qu'il n'y avait pas la place pour le dire. C'est qu'il y avait une société, et qui est encore prédominante, même surtout dans le milieu de la musique, principalement masculine. Donc comment est-ce que notre parole, en tant que femme, peut être crue, tout simplement? Comment est-ce qu'on peut tout simplement dire? Comment est-ce qu'on peut tout simplement oser? Si l'autre ne fait pas l'effort d'être notre allié, si l'autre ne fait pas l'effort d'adopter aussi nos codes de comportement, voilà, les choses restent telles qu'elles sont et pourrissent, ça devient vraiment le pu. Il faut le dire, c'est vraiment quelque chose qui est suintant et qui crée vraiment comment dire, un sentiment de non-sécurité jusqu'à aujourd'hui. Oui, les choses sont dites, mais pas assez, pas suffisamment. Il y a déjà une prise de conscience parce qu'il y a une prise de parole et parce qu'on se dit « enough is enough » et que les choses commencent petit à petit à se dire. Mais voilà, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors après, le retour d'expérience, juste pour terminer peut-être là-dessus, mais le retour d'expérience... Tu surenchéris? Ouais, je surenchéris parce que moi, je suis comme ça. Non, mais, les Français, vraiment... Et là, c'est de la discrimination, hein, les stéréotypes. Là. Et parisienne en plus. Ouais. Non, ce que je voulais 75 dire... Ouais. Non, ce que je voulais dire en plus sur la liberté, sur la libération de la parole et sur la formation, je voulais... aller vers la formation. C'est-à-dire qu'un des points forts aussi du programme Rider, c'est de former les équipes. C'est-à-dire d'avoir véritablement dans les équipes de production, dans les équipes des lieux qui accueillent, un référent, une personne qui est là et qui est formée à l'écoute. C'est-à-dire que un des premiers éléments, notamment quand on est avocate et qu'on est sur la protection des droits des femmes, entre autres, c'est la violence qu'il y a quand on va dans un commissariat ou ailleurs et qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu et qu'on n'a personne qui est là pour aussi nous faire accoucher d'une parole qui est difficile à donner. À un degré différent, c'est vrai que quand on est sur un lieu de fête, sur un lieu de vie, c'est compliqué de faire état d'une agression, c'est compliqué aussi, quand on est dans le public ou quand on est artiste, d'avoir une personne qui est là avec l'écoute et qui sait écouter ça. Donc c'est important d'avoir cette formation-là. Et le retour d'expérience que moi j'ai aussi de praticienne dans le secteur du cinéma, c'est que le CNC donc, a mis en place une obligation de formation pour les producteurs. Et ce qui est plutôt drôle ou pathétique selon le côté dans lequel on se place, c'est que beaucoup de producteurs et de productrices refusaient d'aller faire cette formation en se disant parce que je suis une femme, je sais écouter, ou je suis un producteur qui accepte la parité, donc je comprends les éléments. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que au-delà même de la compréhension générale qu'on peut avoir de ce sujet, il y a véritablement une formation à avoir. Et donc, ce retour d'expérience du CNC, c'est que lorsque l'on oblige ou lorsque l'on propose une formation, déjà, elle est faite, elle est accueillie, et puis surtout, elle est efficace. C'est-à-dire qu'après, il y a un accueil beaucoup plus efficace, complet et qui libère davantage. Donc c'est important et c'est ce que propose Rider, entre autres. Et ça introduit du coup une question qu'on a abordée tout à l'heure durant le workshop, qui est celle de est-ce qu'on doit inciter ou obliger les organisations à prendre ces mesures, qui est une question assez délicate. Et Sarah, je me demandais, toi par exemple, pour ce qui est je sais que vous avez une charte chez Civias, comment vous y êtes pris à ce niveau-là, par exemple? C'est quoi votre position? Alors nous, notre position, c'est d'inciter, d'accompagner. On n'est pas là pour punir, mais on incite vraiment fort. Après, on pense qu'il faut informer avant tout, il faut amener à une prise de conscience, et puis il faut aussi donner des outils. Donc Civias, ça passe par ça. On n'a pas de quota, par exemple, dans notre charte. Peut-être qu'un jour, on en aura. Mais pour l'instant, c'est tout un débat, les quotas. Ouais. C'est un gros débat, mais je pense qu'ils peuvent être mis en place assez intelligemment. Et je pense qu'ils peuvent ne pas être contraignants, en fait. KeyChange fait ça très bien, par exemple. Dans leur charte, ils proposent la possibilité de mettre en place une parité, donc 50%, mais ils laissent les structures choisir
où va se trouver cette parité, donc au sein des équipes ou dans leurs activités. Et il laisse aussi aux équipes le délai nécessaire à la mise en place à l'atteinte de cette parité. Donc voilà, nous on ne contraint pas, mais on accompagne, on est plus sur ce créneau-là. Et aussi, juste pour ajouter une note au niveau des quotas, parce que c'est souvent mis en place sur les line-up, mais il y a la question des rémunérations et de comment on place ces personnes sur le line-up. Si c'est pour mettre un warm-up à chaque fois et que la DJ en question est super mal payée, c'est peut-être pas la bonne démarche non plus. C'est pareil sur les effectifs d'ailleurs, hein, rémunération des masses salariales. À quel moment est-ce qu'on les place? Sur des co-directions ou uniquement sur des postes stage ou communication? Donc voilà, être très vigilant là-dessus. Et je voulais juste rajouter par rapport à Rukia aussi, qui parlait d'intersectionnalité tout à l'heure, mais c'est très important effectivement de ne pas oublier les précédents combats et d'essayer d'être le plus transversal possible. Donc ça passe, comme tu le dis très bien, soit par la case, on l'a vu tout à l'heure pendant le workshop, il y a des cases obligations, il y a des cases incitations. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer tout ça avec justesse. Pas simple. J'ai une question par rapport à la question de discrimination, la notion de discrimination, qui du coup est condamnée par la loi. Mais si on prend par exemple la situation de Rukia, qui est l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure du mansplaining, c'est une discrimination, mais est-ce que, on peut pas porter plainte contre ce mec qui lui a mis ses câbles, quoi? Bah si. Oui, je pourrais quasiment m'arrêter là en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Je vais être riche. Non mais. Tu es mon avocat. Je suis là. Non, mais vraiment, de manière très claire, aujourd'hui, moi, quand j'ai préparé ce panel et que je travaille sur ce sujet-là, il faut savoir que je refuse de faire du pénal. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Mais j'y vais. J'ai été effarée par l'arsenal juridique qu'on a. C'est-à-dire que ce soit en Europe, il faut savoir que le traité de Rome de 1957 a inclus le principe de l'interdiction de discrimination sexuelle et de la discrimination de genre. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a quand même très très longtemps. Dans la Constitution française, c'est intégré également. Donc on a un arsenal juridique et judiciaire. Ça relève du pénal. Encore une fois, la question de la discrimination, c'est une discrimination qui est de genre, sexuel, religieux, quel que soit le genre que l'on peut qualifier. C'est extrêmement normé aujourd'hui en droit du travail. François Hollande a, en 2014, pris une loi extrêmement puissante sur la parité et l'égalité. La Commission européenne a pris une directive en 1975 sur cette question-là. Donc, en fait, la question n'est pas la question de l'arsenal juridique. La question est une question d'accompagnement, de prise de conscience et c'est terrible ce que je veux dire, de courage. Mais le courage, il s'accompagne. Et il s'explique et il doit être pédagogiquement entendu pour qu'il y ait des bastions pour faire que ce courage soit partagé avec une personne qui n'est pas que la victime. Donc ça implique des prises de parole, ça implique effectivement des mouvements comme Rider, comme d'autres, qui se transportent au-delà de la victime pour porter ça. Mais ça peut aller vers, bien évidemment, des dépôts de plainte. Si demain, il y a un défaut, une discrimination dans une équipe salariée, dans une équipe de prestataires, etc., c'est extrêmement important d'aller soit vers des associations, soit vers un organe judiciaire, hein, et de porter plainte. Et puis après, la justice fera son travail. Il ne faut pas se leurrer mal, mais elle fera son travail. C'est un peu la technique du clou. C'est-à-dire autant un clou, il faut taper beaucoup dessus pour que ça rentre. Eh bien, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, malheureusement, beaucoup de personnes qui tapent sur le clou. Et donc, il faut y aller, parce qu'on a tous les outils pour. Je prends rendez-vous. Est-ce qu'il existe des structures vers lesquelles se tourner, justement, par exemple, Rukia, il t'est arrivé ça, je pense que ça arrive tous les jours, en fait, à des personnes, mais personne va se dire, OK, je vais engager un avocat et porter plainte contre cette personne. Est-ce que, vous savez s'il y a des structures mises en place pour ces cas précis? On a déjà une sorte de responsabilité dans le sens où l'artiste a un employeur, donc déjà il y a un contrat de travail. Je pense que l'artiste doit se diriger vers l'employeur qui après
prendra contact avec le promoteur et l'organisateur de l'événement. Donc ça, c'est le premier point. Après, organisme, on a beaucoup d'associations qui nous aident, et c'est vrai que voilà, ce souci d'élever les consciences et aussi de la transmission, et on a vu le travail d'ActRight, il y a beaucoup d'autres associations et collectifs en France qui œuvrent au quotidien sur leur territoire ou en nation. Et puis après, on a aussi, on parlait Alex tout à l'heure parlait du CNC, on a aussi le CNM, le Centre national de la musique. Bon, il a déjà pas mal de boulot en ce moment, mais... Qui est plus jeune, mais qui a un copier-coller du CNC. Oui, c'est vrai, depuis 2020. Et qui aujourd'hui contraint à la formation, contraint à une signature de protocole en lutte contre les VSS. Donc c'est aussi un élément et un progrès essentiel. Merci. Une autre question qui a soulevé pas mal de réactions durant le workshop, c'est la question de la sécurité. Le personnel de sécurité en club notamment. Qu'est-ce qui, selon vous, doit changer à ce niveau-là? Qu'est-ce qui doit être mis en place dans les clubs et autres venues? Il doit être, comme tu le disais, formé, tout simplement, mais vraiment encadré. Moi, je pense, oui, qu'effectivement, il y a tout un aspect pédagogique qui doit être mis en place, mais pas seulement pour la sécurité, mais vraiment pour tout le monde. Mais essentiellement, qu'ils puissent prendre connaissance de leur rôle et de leur implication quand il y a un fait qui apparaît. Et surtout une réactivité par rapport à la victime, de manière à ce qu'elle puisse dire les choses et se sentir en sécurité pour pouvoir dire. Et donc, il faut un accompagnement pour ces personnes de la sécurité. Et donc voilà, moi, je pense que... Enfin, on pourrait parler de sécurité, on pourrait parler du lieu en lui-même, on pourrait parler de toutes les petites chevilles ouvrières qui fourmillent dans un lieu culturel ou dans une boîte. Je pense que voilà, à partir du moment où il y a un but commun et qu'il est bien défini au préalable et en amont, qu'il est compris, et qu'on va vers une sécurité de tous et de tout un chacun, je pense qu'à ce moment-là, les balises sont là. Et je pense que la prévoyance et la bienveillance sera de bonne aloi. Que dire de plus? Je vous ai scié. Du coup, pour revenir sur le rider, comment vous comptez le mettre en place de manière concrète, une fois que le texte sera finalisé, etc. Alors, le texte finalisé, ça va être un gros travail, parce on travaille déjà sur une charte qui met en exergue un maximum de valeurs, justement qu'on soit le plus transversal possible et le moins maladroite. Une fois que cette charte sera définie, donc il y aura un appel à signature avec une apposition du logotype que chaque producteur, chaque studio, chaque acteur, actrice culturelle pourra poser sur son rider officiel. Et ensuite, le vrai travail, c'est un peu le dessous de l'iceberg, c'est tout le travail de développer tous les workshops qu'on en a fait aujourd'hui, on va en faire encore des dizaines tout au long de l'année 2022, c'est de travailler sur des sujets spécifiques, que ce soit d'ordre de sécurité, que ce soit sur les transports, que ce soit sur les points juridiques, et puis après, il faut les multiplier en fonction des territoires, parce que c'est un projet qui doit être, et qui est ouvert à l'Europe, qui est ouvert à la mobilité. Donc voilà, il y a tout un travail tout au long de l'année 2022 qui va être de compiler, de collecter et d'essayer de développer un protocole. Et à la fin de ce travail, à la fin d'un aboutissement fin 2022, de travailler sur l'ouverture de la plateforme pour la mise en ligne, d'une part, de ces protocoles et de cette boîte à outils, où chacun pourra venir piocher, et ensuite toute la partie justement de partage, d'exchange, qui va nous permettre de communiquer entre signataires, et aussi après la partie de formation qu'on va développer avec les organismes, les associations locales de chaque territoire, et où on aura vraiment ce principe de formation, avec l'objectif aussi en France, par exemple, de demander au CNM d'accompagner et de développer des programmes pour financer des formations dédiées au projet Rider.
Et ces formations seraient aussi accessibles ici en Belgique pour les organisations, etc. C'est à mettre en place dans chaque pays, en fait. On est toujours en préfiguration, donc effectivement aujourd'hui voilà, c'est notre premier workshop à Bruxelles et on doit être accompagné d'un acteur ou d'une actrice locale forte et qui rejoigne le projet sur la coopération, bien sûr. Okay. Et on essaiera d'avancer sur tout ça, mais aussi bien sur la Belgique que d'autres pays. Ok, merci. Est-ce que, je pense que dans le public, il y a aussi pas mal de personnes qui sont de... J'ai envie d'ouvrir un peu la conversation, comme on a déjà passé pas mal d'heures ensemble aujourd'hui. C'est bon, là. On te saoule, c'est ça? Moi, je voulais aborder la question des stéréotypes. Non, vas-y. Je me dis que ça peut être... du coup, des personnes qui font partie de l'industrie musicale. Quel point est-ce que vous voudriez voir abordé en fait dans un rider en termes de ces questions-là, histoire qu'on puisse encore apporter un peu plus que... Est-ce que vous avez des idées? Oui, la question des pronoms aussi, la question de comment on s'adresse aux musiciens, aux musiciennes. Il y a un milliard d'idées qu'il y a, c'est sûr. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont venir, mais je vous en non, mais c'est clair, la question des pronoms, c'est super important. Minorités de genre, les personnes qui sont issues de minorités de genre aussi, tout ça, c'est des choses qui permettent d'élargir le spectre. Et qu'on compte beaucoup les pronoms sur un contrat de travail déjà, c'est un vrai souci sur l'usage du nom et des prénoms. Et on le voit aussi, minorité, on parlait de sécurité sur les palpations. Alors je sais qu'en Belgique ça a l'air un peu plus cool, mais c'est vrai qu'en France on suit un plan Vigipirate qui est assez renforcé, où on passe par des palpations et malheureusement c'est très genré, c'est binaire et ça cause de vrais soucis sur certains événements. Et c'est vrai que cette question de binarité, elle est très présente même dans ces conversations-là qu'on est en train d'avoir. On parle souvent de discrimination contre les femmes, alors qu'en fait, le spectre du genre est beaucoup plus large. Et c'est clairement l'utilisation, utiliser les bons mots, c'est super important. Et dans la communication au sein d'un lieu culturel, ça l'est d'autant plus, c'est sûr. Et par exemple aussi, il y a aussi, par exemple, d'avoir pour ton public, tu dis, moi pour mon public, j'aimerais bien avoir des toilettes non genrées ou des portes, neutres en genre, parce que s'il y a des artistes qui ont des communautés justement qui les suivent et qu'ils arrivent sur un lieu de concert où tout est binaire, c'est pas hyper accueillant pour le public, donc ça peut être aussi des choses qui figurent. Ouais. C'est bien ça. Mais je pense qu'il y a aussi la question de l'accessibilité, où par exemple, pour avoir organisé plusieurs soirées, il y a souvent aussi quand tu vas en boîte, il y a les escaliers, donc c'est pas du tout accessible, par exemple pour les personnes à mobilité réduite. Et en festival également, par exemple, le terrain est pas toujours propice à ce que tout le monde puisse venir. Et quand on les voit, en fait, parce que c'est déjà arrivé qu'en boîte, tu vois quelqu'un sur une chaise roulante, c'est hyper important de discuter avec la personne, je pense aussi de savoir comment elle a fait pour arriver là. Et donc la question de l'accessibilité pour les personnes non valides, je pense que c'est aussi super important à intégrer sur le rider. Ça rejoint pour moi un peu la question de l'intersectionnalité, qui est de prendre en compte chaque personne. C'est clair. J'interviens juste sur ce sujet, parce qu'on a participé aux EG des appels des indépendants à Lyon il y a un peu plus d'un an. Il y avait eu on avait beaucoup parlé de ça, et dans le manifeste qu'on pourra partager après la réunion, il y a eu pas mal de propositions, et sur quelques événements et quelques entrepreneuriats culturels cet été, on a rencontré, nous notamment, on a essayé de le développer sur le festival Un Autre Air, qui était un volet un peu alternatif du Bon Air, et on a créé un poste qui était un petit peu à mi-chemin. On a créé le poste aiguilleur-aiguilleuse, et qui est vraiment un poste civil de bienveillance, de bienséance, et qui était là pour accompagner justement des passages difficiles, aussi bien des PMR, mais aussi de créer de la complicité, de la proximité avec les publics de tout genre, avec divers problèmes aussi, et diverses difficultés. Et notamment, c'est vrai que sur nous, la Friche Label de Mai, on a un accès PMR qui est facile, mais c'est un problème qu'on rencontre beaucoup plus difficilement, un problème en club, où généralement il y a beaucoup d'escaliers et c'est beaucoup plus complexe. Alors je ne sais pas au sucre, peut-être que je pose la question à Vincent en face de nous, mais j'ai déjà vu beaucoup de PMR au nu sonore. Après, sur un club comme le sucre, où il y a des escaliers comme chez nous à la Friche. On a surtout la chance d'avoir le directeur du sucre qui est avec nous, donc je vais lui donner la parole.
Merci, bonsoir. C'est super intéressant. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, au sucre, on essaye au maximum de pouvoir être une safe space. C'est pas évident, c'est un vrai travail de tous les jours. On a encore eu une petite anecdote cette semaine, puisqu'on a des toilettes, nous, qui sont mixtes, normalement mixtes, et on a eu une réflexion comme quoi il y avait une file de garçons et une file de filles, parce que forcément, il y a des pissotières et des cabines, et naturellement, sans qu'on demande rien, en fait, les gens se mettent dans la file pour les pissotières des garçons et pour les cabines des filles. Alors, on a résolu ce petit problème en disant que ce n'est pas une file de garçons et une file de filles, mais il y a une file pissotière et une file cabine. Voilà, pour l'exemple. Pour les PMR, on a la chance d'avoir des ascenseurs, et effectivement, le sucre est absolument accessible aux PMR, puisque, effectivement, ils peuvent monter depuis le bas par des ascenseurs. Et après, c'est un plateau sans aucune marche. On a la chance d'avoir ça parce que, effectivement, le sucre a été construit de manière à pouvoir accepter les PMR, qui n'est pas toujours évident dans les clubs, puisque il y a beaucoup de clubs qui sont anciens et qui ont plus de 15, 20, 30 ans. Je pense au Rex, par exemple, qui a plus de 35 ans. Et effectivement, c'est plus difficile, puisque il y a 35 ans, on ne pensait pas à ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un travail où il ne faut jamais rien lâcher. Et on ne peut pas dire on est cool, on est une safe space, on a réussi. Parce que à chaque fois, il faut se remettre en question et il faut retravailler. Et à chaque fois qu'on embauche un barman, il y a du temps, effectivement, pour le former, pour lui expliquer les valeurs qu'on veut défendre. Et ce n'est pas forcément évident. En tout cas, voilà, on ne peut pas dire à un moment, ouais, on a réussi, ouais, chouette, on est les champions du monde, on a réussi à être no gender, on a réussi. Non, on n'a jamais réussi, il faut toujours travailler sans cesse. Du point de vue de l'accessibilité, parce que du coup, ne pas être accessible pour certaines personnes, c'est une discrimination au final. Bien sûr. Bien sûr, en fait, je ne suis pas non plus spécialiste en droit de l'urbanisme et des collectivités et des obligations, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de toute façon aujourd'hui, encore une fois, sur l'accessibilité des obligations plus ou moins coercitives. Après, le sujet, c'est que c'est toujours un sujet de financement et de ressources pour le faire. C'est-à-dire qu'on peut... déplorer le fait que de nouveaux lieux et d'anciens lieux n'aient pas l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ce sera peut-être moins évident pour les nouveaux lieux qui auront de facto cette obligation de faire des portes plus larges, d'avoir des rampes, etc., puisque c'est normalement dans le code de l'urbanisme que c'est inclus et que c'est obligatoire pour les nouvelles constructions. Après, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être dans un constat d'accès limité, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes de genre. C'est qu'ensuite, il peut y avoir aussi un principe d'aide, de remise en adéquation, on va dire, du lieu. Si on prend l'exemple du Rex, déjà c'est un peu compliqué parce que c'est un bâtiment qui est aujourd'hui protégé, alors parce qu'il a été considéré comme monument historique. Donc après, c'est encore un autre sujet. Donc ça va être compliqué pour le Rex de faire un ascenseur pour descendre au Rex, parce que c'est un peu... pas possible en fait du coup, mais voilà, donc en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on va pointer en fait des sujets comme ça, on va pointer aussi un sujet de ressources, un sujet d'autorisation, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres sources de revenus et d'autres sources de financement qui vont aussi intervenir, pourquoi pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres idées de choses qui pourraient figurer sur un rider, enfin sur ce modèle de rider? Aussi en tant que, pas forcément en tant qu'agent de la scène, mais aussi en tant que public. Je reprends 30 secondes la parole, parce que vous parliez tout à l'heure de la palpation. Et effectivement, c'est un vrai sujet, la palpation, parce que de nature, on a deux agents de sécurité, un agent garçon et un agent fille. Et en fait, on a résolu ce problème en systématiquement demandant à l'agent fille si elle voulait bien faire la palpation de garçon ou de fille, et si ça ne la dérangeait pas. Et quand on a son accord, effectivement, après, on n'est plus obligé
de dire les garçons à droite ou les filles à gauche. En fait, ils choisissent leur palpation. Voilà. Alors pour l'instant, nous on a résolu le problème pour les garçons qui voudraient se faire palper par une fille, et effectivement, on n'a pas résolu la solution de la fille qui pourrait se faire palper par un garçon. Voilà, parce que généralement c'est plus compliqué. Mais effectivement, c'est une vraie question là-dessus, parce qu'il y a malheureusement, c'est difficile d'avoir la solution, ou alors il faudrait avoir 4 agents par fil, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà, nous les filles qui palpent, qui font la palpation, sont d'accord pour palper les transgenres, les drag queens, ou les choses comme ça, et les drag queens, elles choisissent en fait leur fil. Ok. C'était un peu maladroit dans la formulation, mais je pense que le message est passé. On a discuté de ça aussi tout à l'heure durant le workshop, et en fait, il y a un point super intéressant qui a été soulevé du fait qu'en fait, un agent de sécurité peut perdre son job s'il ne respecte pas certaines règles qui sont notamment de palper la personne du même genre que le sien, ce qui n'est plus du tout d'actualité forcément parce que... Nous, on a découvert ça, enfin en tout cas moi j'ai découvert, notamment lors du dernier workshop la semaine dernière, où il y a 10 jours, 15 jours, j'en sais rien. Moi je suis intervenue en fait sur des dossiers notamment de sécurité sur des événements et notamment des fermetures administratives des lieux de nuit du fait d'usage de drogue. Et en fait, il y a un vrai sujet de partage de responsabilités et surtout de grosses responsabilités, bien évidemment du côté de la personne qui tient en fait ce lieu, du responsable du lieu, qui a la responsabilité directe sur sa pomme et sur sa personne, mais il y a aussi la question de la responsabilité du service de sécurité en lui-même, et ça se transpose encore une fois au sujet des agressions sexuelles, physiques, que ce soit d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup là, dans le public, parce qu'en fait Ryder aussi porte aussi son attention sur les femmes dans le public et l'accueil des femmes et le fait de pouvoir être en sécurité quand on va à un concert, à un festival, etc., parce que c'est un vrai sujet. Donc il y a ce sujet du personnel de sécurité. On a découvert avec une personne qui était géniale d'ailleurs, qui est intervenue sur le workshop et qui nous disait que lui, en tant que gestionnaire d'une grosse société de sécurité qui avait énormément de taf à Paris, disait qu'il se faisait des cheveux blancs, gris, violets, parce que c'est énorme en termes de responsabilité, certes, mais aussi de formation. Il faut savoir aussi que dans les sociétés de sécurité, ça tourne énormément, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de personnel permanent, c'est que des personnes qui sont là pour des postes, une mission, une autre mission, c'est-à-dire que lui avait fait l'effort notamment d'engager une équipe en CDI, mais que par principe, en fait, les personnes qui ont des entreprises de sécurité n'ont pas de CDI, donc en termes de formation, c'est un vrai sujet. Et qu'effectivement, par rapport à la palpation, eux-mêmes sont soumis à des obligations légales qui sont par ailleurs du pénal, avec notamment le fait de pouvoir fouiller de manière extrêmement, j'allais dire intense, mais le terme est vrai, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, de manière générale, on l'ignore quand on est en France, mais je pense que c'est pas pareil. En Belgique, on en a parlé tout à l'heure, mais nous, en France, on est soumis à un système très coercitif de privation de liberté première, qui est le système légal des attentats et de Vigipirate, qui implique le fait que les unités de sécurité dans les lieux publics ont la possibilité d'avoir des fouilles au corps extrêmement poussées. Il y a eu notamment cet été en France une loi qui a notamment également sur ce principe même d'urgence et de principe d'urgence à attentat, l'autorisation en fait pour des gendarmes hors service d'avoir leur flingue, pardon, excusez-moi l'expression, dans le cadre d'événements publics, accueillant du public, et même dans le cadre de spectacles pour enfants. C'est-à-dire qu'on en est là. C'est-à-dire qu'on est dans cette absence totale de rationalité par rapport à la sécurité. Donc, il y a un sujet qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que quand cette personne-là est venue chez Ryder et dans le cadre de ce workshop, ça ne peut pas exister Ryder sans l'intervention de sociétés de sécurité qui elles-mêmes pourront faire avancer de leur propre côté les normes qui leur incombent. Ouais, la question de la sécurité, en plus, c'est des questions qui sont souvent abordées dans des conversations comme celle-ci avec des gérants de clubs. Et c'est un peu, c'est pas de notre faute, on bosse avec une société de sécurité, c'est externe, chaque week-end, c'est des personnes différentes. Et du coup, oui, les personnes arrivent, le lendemain, elles bossent à l'INO et c'est pas du tout leur milieu, c'est pas...
n'y a pas le temps d'être conscientisé ou d'avoir une formation, et c'est clairement un point qui est problématique. Après, c'est encore une fois une question de sécurité. Par exemple, la question de l'usage des drogues dans un établissement recevant du public, c'est un vrai problème pour la personne qui gère l'établissement, parce que si à un moment donné, il y a un usage de drogue dans le cadre de l'établissement, il y a une fermeture administrative, outre potentiellement une responsabilité pénale sur la tête du dirigeant. Donc, parfois, il peut y avoir des cas dans lesquels le service de sécurité appréhende la personne qui a consommé, vendu, mais le service de sécurité peut vouloir remettre la personne dehors parce que la responsabilité du service de sécurité en lui-même et du dirigeant est importante. Et donc, nous, par rapport à ce sujet-là de violence dans le cadre de l'établissement, que ce soit dans le public ou la personne qui performe, c'est un vrai sujet de responsabilité. Donc c'est un piège quand même d'aller dans cette direction-là, mais il faut quand même y aller en mettant à nos côtés des personnes qui seront formées à la sécurité et qui pourront nous aider à aller à l'encontre en fait d'un système pénal qui est en tout cas en France extrêmement répressif, et c'est pour ça que nous on adore venir en Belgique, parce que du coup c'est pas du tout la même chose. Tu es la bienvenue. Est-ce que la question, parce que tu parlais de consommation de drogue, est-ce qu'elle est mentionnée dans le projet Rider? On passe. Non. On se prononce pas là-dessus, quoi. C'est même. Non, mais on peut pas tout faire. Alors, si en plus on mettait dans le rider la consommation de drogue, je pense que là, là, on n'est pas bien, quoi. Ouais, vas-y. Je sais pas s'il y a le micro dans le public quelque part. Ah, ouais. C'est devant, avec le pull noir. Moi, je voulais savoir si on pouvait aussi faire un rider du promoteur à l'artiste, de conscientiser en fait l'artiste, les artistes entre eux, parce qu'il y a aussi des artistes qui ne respectent pas en fait les autres artistes, ou l'audience, ou leur attitude, et je ne sais pas si c'est le promoteur ou créer un autre rider, mais on oublie aussi que l'artiste non plus n'a pas tout le temps le droit, le dernier mot, quoi. Enfin, on rencontre, c'est très très juste, oui, on rencontre, on l'a pas oublié, enfin, on en parle sur tous les workshops, effectivement, on met souvent en lumière des scènes ou des situations qui ont lieu souvent, des fois peut-être derrière le booth, en backstage, ou même des fois encore à l'hôtel, de grandes maladresses. Enfin, on se retrouvait il n'y a pas longtemps avec une artiste qui se retrouve à récupérer les clés donc, de sa chambre d'hôtel. Il y a souvent, c'est un lieu, voilà, c'est très tard, c'est 3-4 heures du matin, et il y a un bar qui est improvisé ou un espace d'échange social, et on se retrouve des fois avec des artistes féminines, masculines, ou des artistes masculins qui se retrouvent agressés de violences sexistes ou sexuelles par souvent des membres des équipes de production ou par des artistes, ou alors c'est le cas d'artistes, et ça peut être le cas aussi de chargés de production, de stagiaires ou de bénévoles, quel que soit son emploi, d'acteurs, actrices culturelles derrière de scène, et qui subissent des violences qui viennent des artistes, et ça c'est quelque chose qui est catégorique, et c'est justement un artiste qui appose le logo Rider, il y a eu de la transmission, et un artiste, en tout cas de notre entreprise qui s'y oppose, devra quitter le catalogue, c'est certain. Après, il y aura aussi une boîte à outils avec Rider qui permettra en fait d'avoir sur certaines circonstances, que ce soit le rapport de l'artiste avec le tourneur, le rapport de l'artiste avec le promoteur, avec la salle, ou le rapport de la salle avec ses techniciens. Enfin, à toutes les strates, il y aura en fait des outils de communication et ou de contractualisation. Ça, il va falloir qu'on s'y attelle pour que en fait chacun puisse s'approprier en fait cette norme qui sera pas seulement dans le rider artist booker, qui sera de manière générale dans toutes les strates de rapports contractuels ou rapports d'engagement. C'est ça en fait le but de la boîte à outils, c'est de pouvoir en fait étendre au maximum ces obligations, qu'elles dépassent en fait le rapport contractuel de travail premier en fait avec un rapport binaire, quoi. Donc c'est ça le but aussi. Merci. Alors on parle beaucoup de choses négatives, bon, c'est la réalité aussi, mais est-ce qu'il y a quand même eu pas mal de changements, en tout cas de prise de parole, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées qui ont changé récemment
en tant qu'artiste, enfin, agent de l'industrie. Oui, je tourne beaucoup plus. Ça, c'est le talent. Je suis fatiguée. Fatigance. Oui, c'est... Enfin, il y a vraiment du positif. Hein. Il y a une libération de paroles qui amène une conscientisation des uns et des autres. Il y a des mouvements qui se créent, des associations qui se créent, des partages, des collaborations multiples, variées, riches, foisonnantes. Enfin, je sais pas. Moi, moi qui ai commencé la radio à 14 ans et qui ai vu l'évolution du hip-hop, du milieu musical très mal. Il y a une évolution positive. Oui, on est. Mais ce qui est incroyable, c'est peut-être un truc qui n'a pas été abordé, c'est la sororité en fait. C'est cette sororité entre DJette. Moi, je dis DJette parce que, et je l'assume, parce que ça me fait penser aux suffragettes. Et donc, c'est une association que moi-même je fais. Et donc, je suis fière de dire DJette. Pour moi, oui, ça devient une famille. Ça devient le milieu musical féminin de DJ que j'aborde et dont lequel je me sens complètement en accord est vraiment très lié. J'ai l'impression qu'on se sent beaucoup plus forte et surtout qu'on parle entre nous de choses qui nous sont arrivées et qui peuvent être comprises que par nous. Et donc à partir de ce moment-là, on essaie de trouver des solutions et surtout de se supporter, ce qui n'était pas le cas avant. C'était plutôt de la compétitivité, mais parce qu'on essayait de peut-être se greffer au cadre de référence qui n'était pas le nôtre, qui était plutôt une identité assignée et pas du tout revendiquée. Et donc du coup, c'était se focaliser sur faut être comme un homme et agir comme un homme. Et là maintenant, non. On dit non. On apprend à dire fuck off. On apprend à dire mais non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le non? Voilà, on essaie d'argumenter et puis mais on n'essaie pas de former non plus parce que c'est pas notre rôle. À partir du moment où Wikipédia est là, la personne peut simplement faire ses recherches et il reviendra vers moi quand il aura compris ce que je lui ai dit, quoi, tu vois. Donc il y a des moments où voilà, fatigance. Moi j'ai pas, je forme, comment dire, je suis mère. Là je l'ai voulu, je les ai eus et donc je les éduque. Mais je n'ai pas un devoir d'éducation sur les autres. Les gens s'éduquent eux-mêmes. Et s'ils ont cette volonté d'aller vers l'autre, alors à ce moment-là, il y a une part de responsabilité de savoir comment est l'autre et de ne pas venir vers lui avec des stéréotypes, pas du tout, et des clichés qui perdurent et qui restent dans l'inconscient collectif. Donc, stop. Donc là, la parole s'est largement libérée. Pas assez, mais elle s'est libérée. Et comme tu le disais, ça évolue aussi grâce à cet entre-nous qui s'est créé, cette sororité, quoi. Ouais. Et c'est pas toujours en partageant avec les grosses organisations où il y a de l'incompréhension, etc. Enfin, c'est important d'être sur ce front-là aussi. Mais enfin, ça rappelle un peu tout ce débat sur la non-mixité. Oui, ouais. C'est vraiment être dans l'entre-soi pour permettre la libération de mots, pour pouvoir soigner ces mots, parce que ça crée des traumatismes. Faut pas le nier, hein. Il y a vraiment des traumas qu'on traîne comme une épée de Damoclès, et on ne peut s'en sortir qu'en en parlant et qu'en les soignant. Et donc du coup,
qui peut le faire à part une sœur qui est confrontée à la même problématique, qui a vécu les mêmes choses, qui a ressenti dans son corps ce que nous avons ressenti. Et donc du coup, la parole effectivement se libère, mais les solutions, c'est là où c'est important, les solutions se libèrent aussi. Elles sont là et on agit pour qu'elles puissent être. Et donc du coup, je pense que la génération d'après, je pense à la génération de ma fille et de celle à venir, voilà, ils n'ont pas envie d'avoir notre épée de Damoclès. Ils font déjà leur chemin de leur côté, mais ils sont très catégoriques. Je pense qu'ils sont... c'est une génération qui dit déjà non. Nous, on a des injonctions. On a été élevés avec des injonctions. Tu ne dois pas, tu ne peux pas, reste silencieuse. Voilà, c'est des cadres qui sont ancrés et qui sont entre nous et qui sont dans notre corps, dans notre ADN. Et c'est difficile de se défaire de ces... comment on dit ça, de ces cadres de référence qui font qu'on a des croyances et qui nous mettent des limites, en fait. Et donc, prendre conscience de qui on est, prendre conscience des cultures dans lesquelles nous avons été baignés, prendre conscience de ces identités multiples font qu'on s'arme et à partir de là, je pense qu'on a une carapace, mais on a une carapace en titane, quoi. Mais pas tout le temps. On peut fournir une bibliographie, je pense. Et libre aux gens de le faire. Moi, je ne suis pas dans l'obligation, je n'oblige pas les gens. Mais quand on me pose une question ridicule, j'ai pas envie de perdre j'ai le choix. C'est se dire que j'ai le choix de répondre ou pas. Je ne suis pas dans l'obligation de... C'est que c'est pas parce que tu es concerné par une cause que c'est à toi d'éduquer l'autre personne, en fait. Mais donc, si tu as envie de le faire, parce qu'au final, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est de l'émotionnel aussi, il y a un bagage qui vient avec, et donc c'est cette idée de... C'est pas forcément à Rokhaya, parce que c'est une femme racisée, de faire un speech sur le racisme et le féminisme, par exemple, quoi. Voilà. Toujours les clichés, dans les clichés. Mais il faut se servir des clichés, et c'est ça qui est important, des clichés sur le féminisme, sur les femmes, pour pouvoir s'en nourrir et se dire, on va construire quelque chose contre. Mais il faut les dire. Donc les stéréotypes et les actes discriminants doivent être dits, doivent être répertoriés pour que, justement, on puisse les combattre. Sinon, ça ne sert à rien. On parle dans le vent. Alexandra, tu voulais intervenir ? Oui, non, je voulais rebondir. Mais en fait, non, mais... Mais on va passer la soirée ensemble, je pense. Non, mais en fait, je vois Sarah Brunet qui est là. Et en fait, moi, je trouve qu'elle a fait quelque chose que l'autre Sarah... tu parles de sororité. Et en fait... Mewem a créé quelque chose qui est extraordinaire pour les femmes dans la musique, c'est-à-dire ce mentoring. Et là où je te rejoins, mais où je te rejoins pas totalement, c'est le fait de montrer l'exemple. C'est-à-dire que la génération qui est la génération d'en dessous et en dessous la nôtre, a besoin aussi de figures et aussi de guider. Et un programme comme par exemple Mewem est un programme qui aide en fait à passer l'échelle, à tendre la main, pour justement, notamment dans l'industrie de la musique, une industrie extrêmement masculine, il y a des plafonds de verre qui sautent. Et moi, ce que j'aime en fait dans ce programme, et qui maintenant est un programme européen, c'est que en fait, des femmes qui ont plus ou moins réussi, ou en tout cas qui ont roulé leur bosse et qui à un moment donné ont des expériences, peuvent aider d'autres femmes qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas le réseau, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles n'ont pas la légitimité, à enfin en fait accoucher d'elles-mêmes. Ouais. Et je trouve que cette sororité-là, dès lors qu'elle se transpose aussi à, par exemple, Mewem dans le conseil d'administration, c'est un conseil d'administration paritaire. Et c'est là où moi je pense qu'il faut nécessairement aller au-delà en fait de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup d'hommes dans la salle, je ne sais même pas si on est à égalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'emparent en fait de ces sujets-là. La sororité est super importante, notamment dans l'industrie de la musique,
il faut aussi savoir que dans l'industrie de la musique, aujourd'hui, ça bascule, même s'il y a encore énormément de disparités de salaire, de disparités en fait, de répartition des pouvoirs. Mais aujourd'hui, on a quand même des femmes qui sont à la tête de gros labels, à la tête de majors. Et donc, moi, je pense fondamentalement du fait que si on est dans cette transmission-là, dans cette parole développée, et notamment aussi partagée sur d'autres sujets avec... notamment des riders, avec en fait des groupes qui sont des groupes qui permettent à des femmes d'accéder à des postes plus importants. Si ça permet de monter en fait en puissance les femmes, ça va être après normal. Mais quand je dis les femmes, ça veut dire les genres, ça veut dire quelques personnes que ce soit. Et ça en tout cas, l'exemple de Mae Wem est un exemple qui est important parce que Sarah, ça fait combien de temps que Mae Wem existe ? 4 ans. Donc en 4 ans, l'explosion de Mae Wem montre qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être très rapide. Et quand on parlait tout à l'heure de rider en se donnant en fait 3 ans à 5 ans, moi je pense que ça va exploser beaucoup plus rapidement possible. Et beaucoup plus rapidement que ça, en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais ma chérie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que je fais partie de Mae Wem. Ça m'étonne pas. Donc on est tout à fait d'accord. Mais c'est un choix. Tu vois, on est venu me chercher, ok. On m'a exposé. Merci Sarah. Elle a été délicieuse, vraiment. Hein? Non, c'est pas sexiste parce que je le pense vraiment. Tu es. Et donc du coup, j'ai adhéré, mais à 100%. Mais c'est cette sororité, moi, qui m'a fait adhérer. Mais évidemment qu'il va falloir faire un retour au plus grand nombre. Mais c'est génial qu'il y ait une parité dans votre CA. Mais c'est super. Mais moi, je reste pas... Enfin, il faut voir. mais je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je ne suis pas... Ce que je voulais dire, c'est que quand je parle du fait de ne pas nourrir les autres, c'est ceux qui n'en valent pas la peine. Tu comprends? C'est ceux qui, dans mon cas, me posent des questions qui n'ont absolument aucun sens et avec lesquelles je ne peux absolument pas avoir un dialogue, en fait. C'est juste un monologue. Donc je sais, j'anticipe que je vais muser et je n'ai pas envie de muser. Et donc je préfère aller boire un bon rhum et lui dire « va apprendre » et après, si je suis OK, tu reviens. Au final, le rider sera un peu au service de tout ça, parce que ça veut dire que quand tu arrives à un lieu, tu n'as pas besoin d'avoir ces conversations. Forcément, ça a été dit. Voilà. C'est plus sujet à la discussion. Et en fait, si tu ne comprends pas ce qui est sur le rider, tu as le temps de do your research, quoi. Juste, pardon. Ah, pardon. C'est moi. C'est Sarah Brunet. Bonjour, je suis présidente de Mae Wem France. Et Alexandra, très gentiment, a parlé de ce que nous avons fait en France, puisque donc Mae Wem France est le pionnier en termes de programme de mentorat pour les femmes dans la musique. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Alexandra, parce que je trouve ça très intéressant, et partager notre expérience avec la salle, puisque, en effet, dire 2 choses. Le mentorat, c'est très intéressant et c'est un outil très puissant parce qu'il n'est pas que descendant, c'est-à-dire c'est pas du coaching. C'est pas une senior qui apprend la vie à une junior. C'est vraiment un partage. Et notamment Marianne Robert, qui est devenue depuis le 1er octobre la première femme présidente d'une major. Ça fait 2 ans qu'elle est mentor et elle disait qu'elle avait beaucoup plus appris de sa mentorée, par sa mentorée, que l'inverse. Et personnellement, moi, je trouve ça incroyable quand j'entends des trucs comme ça. Je trouve ça génial. Et par ailleurs, il y a un autre élément qui se passe, c'est que c'est vrai qu'en France, comme on est dans un pays un peu plus grand et un marché un peu plus grand, on a des gens qui ne se connaissent pas forcément, alors que c'est un petit secteur. Et on a observé parmi les mentors que, en fait, déjà, ça offre un cercle où elles peuvent se parler entre mentors, elles peuvent partager des expériences, elles peuvent aussi avoir cette expérience de la sororité entre elles. Et notamment cette année, c'était très palpable parce que, par exemple, on avait une Lily Fischer qui est directrice du Zénith à Paris et qui a dû être fermée pendant 14 mois et qui était complètement déprimée. Et elle était hyper contente de faire partie de ce programme de mentorat. Et c'est vrai qu'à la base, quand nous, on a conçu ce programme-là, on n'a pas pensé à
à ces situations-là. Et on voit que par plein d'entrées, en fait, cette expérience de mentorat est très riche. Et voilà, je la conseille pour cette problématique-là, comme pour d'autres d'ailleurs. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à notre CA paritaire, puisque c'est, moi, en tant que présidente, un projet que j'ai voulu porter par rapport à MEOM, parce que j'ai considéré, on n'aurait pas fait ça au départ, au lancement, mais on en est à la 4e édition, et on s'est dit que peut-être la situation était mûre pour l'ouvrir aux personnes masculines, pas en tant que mentor. On y va doucement, et peut-être que d'ailleurs on ne l'ouvrira jamais aux mentors masculins, mais au moins au niveau du CA, c'est-à-dire stratégiquement comment on oriente les choses et comment on fait entrer les hommes dans le féminisme, comment on leur fait faire le féminisme. Ce qui est quand même une donnée hyper importante et intéressante, parce qu'on vit tous ensemble et qu'à un moment donné, voilà, on a considéré que nous, on prenait on faisait ce test-là. Donc on va voir ce qu'il donne. Mais je voulais quand même dire que ça fait 1 mois qu'on a lancé ça, 1 mois et demi, et que la première chose que nous avons reçue, ce sont des critiques de la part des réseaux féminins. Et voilà, où clairement, il y a des gens qui n'acceptent pas ça et qui estiment que c'est que par la radicalité que les choses doivent se développer ou peuvent se développer. Alors moi, je trouve ça très intéressant et ça donne à réfléchir. Maintenant, moi, ma première réponse, c'est de dire qu'on est plusieurs à avoir le même objectif et pas la même méthode, mais ça n'enlève pas les bonnes intentions et le fait qu'on ne soit pas en compète, mais complémentaires. Voilà. Merci. Il y a une question dans le public. Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, je suis Roul. Je suis ici responsable pour la programmation non classique ici au Palais des Beaux-Arts. Merci beaucoup pour une discussion super intéressante. Je pense qu'aux différents niveaux, au niveau des artistes, dans le secteur professionnel et aussi au niveau des plats publics, je trouve que c'est super important. Je pense qu'il y a absolument encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que pour un centre comme nous, le Palais, ce sont des sujets qu'il faut aborder, il faut qu'on avance absolument. Donc, on est prêt. Mais je voulais juste avoir une petite parenthèse, parce que vous demandez aussi, est-ce qu'il y a des évolutions positives? Je peux vous dire qu'on peut vous accueillir ici dans le Palais, où il y a dans 1 an les 3 nominations dans le Palais qui sont officielles, disons le président, le directeur général et le directeur financier sont dans un an changés d'un homme vers une femme. Donc, mais on a maintenant 3 femmes à la tête du Palais, donc je pense que ça c'est une petite chose positive. Bon. Je pense, ouais, merci. On peut faire passer le micro devant, mademoiselle devant à droite pour vous. Et du coup, pour moi, c'est intéressant parce que Sarah, vous parlez d'ouvrir le CA aux hommes, mais il y a aussi la question à quel moment, nous, on a, en tant que femmes, accès à des postes décisionnels. La porte n'est pas toujours ouverte dans l'autre sens. Et voilà. Je suis pas anti-parité, mais je pense que parfois, juste se dire qu'on s'approprie l'espace et qu'on prend les postes, ça peut faire plus de changements. Je te laisse réagir. Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question un peu, en fait, pour élargir un peu la réflexion, parce que là, le rider, tout ça, c'est des initiatives pour des femmes qui sont déjà, en fait, dans le milieu de la musique. Et moi, en fait, je travaille, je coordonne à Bruxelles une jam en mixité choisie à Bruxelles. Et donc, c'est les femmes qui débutent, en fait, leur parcours musical. Donc, vraiment, il y a des débutantes, des femmes qui ont déjà des débuts de projet. Et en fait, le sexisme qu'elles vivent, c'est des éléments de sexisme qui peuvent les bloquer, et pour certaines beaucoup, qui les bloquent pendant des années, d'avancer dans leur carrière pour arriver à un moment où elles ont accès à un rider
si vous voulez. Et donc, voilà, ma question, c'est pour élargir un peu la réflexion sur comment est-ce que aussi cette scène émergente, toute cette émergence des musiciennes, comment est-ce qu'on on agit là aussi. Donc moi, je sais que j'ai développé cet espace-là, mais il y en a d'autres. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir aussi votre retour là-dessus. Voilà. Je veux bien te répondre. C'est vrai que tous ces collectifs d'artistes sur des territoires, ils œuvrent au plus près du terrain, sur les nouveaux médias, sur les nouveaux publics, sur des alternatives esthétiques aussi, culturelles. Et je pense que c'est très important, et quelque part, ça rejoint un petit peu, tu disais de manière très individuelle que tu n'avais pas envie forcément t'engager à répondre à certaines personnes ou individus qui peuvent t'agacer. Mais moi, je pense que je crois, en tout cas, fermement en l'intérêt général, dans la coopération, la fédération, comme on a pu le voir aujourd'hui, et je crois cette forme de transmission et cette force de la culture qui peut vraiment retransmettre et transmettre à la jeunesse, et notamment ces jeunes collectifs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus de collectifs qui se rapprochent aussi bien des collectivités, et ça c'est un travail à faire sur tous les territoires, que les collectivités soient à l'écoute, qu'il y ait des programmes de financement, des programmes d'accompagnement de plus en plus ouverts pour des jeunes collectifs artistiques. Et pour finir, effectivement, ils sont souvent dans l'angle mort, mais on a cette responsabilité, la culture a cette responsabilité de transmission et de les accompagner dans leur démarche et dans leur professionnalisation. Merci. On va devoir clôturer, à part s'il y a une dernière réaction. T'as faim ? Ouais, moi aussi. Merci beaucoup European Lab et Nuit Sonore de nous avoir accueillis, et Beaux-Arts aussi, et merci à vous d'avoir joint à la conversation. Merci beaucoup. Thank you.